Alors bonjour à tous, merci d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous effectivement pour parler de l'Europe. Avec une question peut-être aujourd'hui, l'Europe se préoccupe-t-elle suffisamment du sort des petites et moyennes entreprises? C'est un peu la question qui sera posée. Une question qui mérite d'ailleurs d'être posée puisque 90% des entreprises, un peu plus, eh bien, font partie de l'écosystème entrepreneurial français, voire européen. Alors forcément, autour de ça gravitent d'autres sujets qui vont être entre autres le travail détaché, qu'on abordera tout à l'heure avec Elisabeth Morin-Chartier, qui a un petit peu de retard mais qui nous rejoindra. Les inquiétudes autour du manque de protection sociale, qu'on abordera avec nos 4 invités. Je crois que c'est un sujet qui était commun. Et puis le Small Business Act, qui a été signé en 2008, 10 ans déjà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais avant toute chose, alors forcément, je vais présenter mes camarades. Avec à ma droite, Christophe Barbier, éditorialiste BFM Express, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Pierre Martin, vice-président de l'UDOP en charge des affaires européennes. Bonjour. Bonjour, merci également d'avoir répondu présent. Dominique Henrec, président de la commission des affaires européennes de l'UDOP. Bonjour. Bonjour également, et Jean-Rémy Bure, directeur des partenariats du groupe Vive, donc mutualiste, dont on parlera tout à l'heure. Alors, avant de démarrer et de poser les questions, je rappelle juste que vous avez la possibilité en salle de poser des questions via le hashtag Europe sur le 06 79 99 88 23. Alors, avant d'aller un peu plus loin en profondeur dans le sujet, peut-être une première question. Quelle est finalement aujourd'hui votre vision, à vous, de l'Europe ? Qui veut répondre? Alors, il y a deux choses. Il y a une vision de citoyen et une vision de professionnel. La vision de citoyen, c'est que je trouve que depuis que l'Europe existe et qu'elle s'est construite avec ce projet communautaire, on a connu une période d'expansion, de paix, avec des réalisations comme l'euro ou d'autres programmes d'échange comme Erasmus qui sont quand même des vrais succès. Après, la vraie question, c'est est-ce que l'on n'accuse pas l'Europe de ne pas avoir fait assez ou différemment? Donc ça, c'est le challenge aujourd'hui dans la perspective des élections. Alors, c'est le sujet précisément de ce débat. Est-ce que vous pensez, peut-être, je laisse la parole à votre droite, que l'Europe se préoccupe suffisamment du sort des entreprises de proximité? Non, pas suffisamment, mais pour ajouter à ce qui vient d'être dit, il y a effectivement, c'est comme en météo, il y a la température telle qu'elle est et la température ressentie. Et aujourd'hui, par rapport, il faut forcer de le constater, par rapport à l'Europe et à ce qu'elle est devenue, ou est-ce qu'elle aurait dû devenir, il y a un ressenti qui est très souvent négatif. On s'en expliquera parce qu'elle n'a pas progressé dans plusieurs domaines, notamment fiscaux, sociaux. Et là, ça pose question. Alors, pour ce qui concerne les TPE, effectivement, moi, dans la commission des affaires sociales que j'avais l'honneur de présider jusqu'à quelques semaines, nous avions aussi les PME. C'était UAPME, c'est les petites et moyennes entreprises. On n'est pas suffisamment pris en compte, c'est vrai. Et pour une raison déjà essentielle, c'est que nous n'avons pas les moyens humains, financiers, d'assurer un lobby comme le font les plus grands groupes. Aujourd'hui, le drame, moi je dis le drame, dans beaucoup de domaines, et notamment à caractère réglementaire ou économique, c'est que nous sommes aux mains des grands industriels, des grands groupes, qui, eux, peuvent agir. On le voit, il y a tous les exemples récents. Je ne veux même pas m'étendre sur le glyphosate, mais pour notamment, si je pourrais citer aussi l'industrie agroalimentaire et bien d'autres, la chimie, nous n'avons pas la possibilité de nous faire entendre et de peser autant qu'eux le font. Donc c'est une faiblesse, bien que, et vous l'avez rappelé, et je m'arrêterai là, un peu plus de 90% des entreprises européennes sont des entreprises de moins de 20. Et si j'ajoute que dans les différents pays, on n'a pas le même critère pour apprécier l'artisanat et les TPE, ça complexifie encore très singulièrement les choses. Alors, au-delà de se faire entendre, encore plus loin, les entreprises ont du mal déjà à être au courant de ce qui se passe au sein de l'Union européenne. On a relevé quand même une étude Ipsos. 88% des TPE sont mal informés ou seraient mal informés. Peut-être Dominique Henrec, vous peut-être intervenir. Oui, tout à fait. Le gros problème, je pense, de l'Europe aujourd'hui, surtout dans l'artisanat, c'est que c'est méconnu. Regardez bien, 90% des gens ne connaissent pas, et des citoyens. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. D'ailleurs, j'ai apporté ce petit livre qui est le décodeur de l'Europe,
qui est quelque chose d'illustré très simple et intéressant, je vous engage à vous fournir. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses, mais les gens ne les connaissent pas. Et en plus, il y a le problème que les petites entreprises, et c'est un peu le cas pour l'artisanat en France, mais aussi également avec l'UAPME, c'est-à-dire l'U2P européen, c'est-à-dire que les gens sont dans leur entreprise, ils ont le nez dans le guidon, ils arrivent à être un peu moins bien représentés, et bien souvent on a un petit peu des chaises vides dans le sens où on est moins présent pour les décisions. Alors, pas uniquement que les entreprises sont moins impliquées et moins informées, il y a aussi la question citoyenne. C'est vrai que globalement, les citoyens, et particulièrement français, ne s'intéressent pas suffisamment à l'Europe. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'on pourrait imaginer une meilleure implication, et comment vous pourriez l'imaginer, peut-être vous, Christophe Barbier? Par une révolution politique. On voit bien que l'Europe est devenue un chef-d'œuvre en péril, un chef-d'œuvre pour toutes les réalisations que vous avez rappelées, et doublement en péril technocratique, à force de produire de la norme, d'être compliqué. L'Europe s'est transformée en une sorte de monstre qui, au mieux, est tenu à distance et au pire fait peur. C'est ce que Tocqueville appelait, quand il décrivait les aléas futurs de la démocratie, il disait que ça couvrirait la surface entière de la société d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes à travers laquelle les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec des États hypertrophiés dans certains pays et maintenant avec cette technocratie européenne. Donc il faut une révolution, d'abord politique et ensuite fonctionnelle et post-technocratique. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, parce que les révolutions, soit elles viennent par des tragédies, et la construction de notre Europe actuelle est sortie de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut évidemment pas souhaiter ce genre de passage, soit ça vient d'une volonté colossale de chefs d'État et de gouvernement et de peuple. Ça ne se fera évidemment pas à 28, même pas à 27 quand les Britanniques seront partis. Ça ne peut se faire qu'avec un petit groupe de pays pionniers qu'on voit déjà mettre en germe un peu cette tentative de révolution. Quand Macron propose, et d'ailleurs les Allemands acceptent et on commence à y travailler, une réflexion sur une assiette commune de l'impôt sur les sociétés, ça va dans le bon sens. Créer une sorte de serpent, comme il y avait dans le temps un serpent monétaire, vous savez, où les monnaies ne s'écartent pas trop les unes des autres, un serpent dans lequel on fasse rentrer les contraintes sociales, les salaires minimums, parce qu'évidemment, ça ne sera pas le même salaire minimum entre le Portugal et la Finlande. Et dans ce serpent, on veille simplement à ne pas créer des concurrences déloyales entre les partenaires. Ça doit être possible, ça. Cette révolution douce, elle doit être possible. Il faut y impliquer les citoyens. Et là, pour l'instant, les citoyens sont inquiets du péril populiste ou bien découragés de cette Europe technocratique. Et donc là, il faut vraiment opérer un changement, une réimplication des citoyens. Ça peut passer par les élections au Parlement européen. À mon avis, pas les suivantes, pas les prochaines, mais les suivantes. C'est-à-dire quand on aura enfin des listes transnationales. C'est-à-dire qu'on votera le même jour pour des listes de députés européens dans lesquels il y aura des Français, des Allemands, des Finlandais mélangés, et on regardera donc le contenu de leur programme politique et pas simplement le débat politique national qui est caché derrière ces listes. Merci Christophe Barbier. Alors nous a rejointe... Pardon. Peut-être nous a rejointe Elisabeth Morin-Chartier, donc députée européenne, co-rapporteure de la révision de la directive sur les travailleurs détachés dont on parlera tout à l'heure. Petit bref résumé, donc on parlait effectivement de la place des TPE et des PME au sein des entreprises, du fait qu'elles étaient mal informées et peut-être effectivement des révolutions possibles auprès des citoyens et des entreprises. Je vous ai coupé, allez-y, je vous en prie. Non, je vous en prie. Le point, c'est que chaque chance offerte doit être prise. Et là, il y a des consultations citoyennes qui vont être lancées. Ça ne changera peut-être pas la face du monde, mais au moins que ceux qui se plaignent aillent écouter ou essayer de participer. On est dans une espèce d'organisation intergouvernementale qui gère les choses et il n'y a plus d'esprit communautaire. C'est aussi au peuple, et je reprends l'idée de Christophe Barbier, de se saisir de tout ça. Donc ça, c'est des avis très citoyen et très favorable parce qu'on se souvient de ce qu'a apporté l'Europe. Alors il y a des choses quand même qui vont dans le bon sens. Enfin, après, c'est à vous de me le dire. Justement, on parlait en introduction du Small Business Act qui a été quand même mis en place en 2008. Ça fait précisément 10 ans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que ça devait, de mémoire, faciliter la vie aux PME, leur donner la priorité, entre autres. On en est où? Quel bilan vous en faites? Qui veut prendre la parole sur ce point? Incontestablement, il y a un mieux, c'est vrai. Penser petit d'abord et imaginer qu'on puisse privilégier, ou tout du moins tenir un grand compte des attributions, notamment de travaux, et de faciliter aussi toutes les démarches administratives en simplifiant pour les... Alors, je sais, Audrey Pulvar a dit tout à l'heure, les petites entreprises. Bon,
ok, c'est toujours un peu délicat à manier, mais il n'empêche que c'est souvent le terme qui est employé aussi au niveau européen. Donc là, on a une avancée certaine, mais qui n'est pas suffisante, loin s'en faut. Et moi, je vois bien quand, avec mes collègues qui siègent à la Commission des affaires sociales, toute la difficulté qu'il y a d'harmoniser, de tenter d'harmoniser, hein, ça vient d'être un peu évoqué, entre les différents pays. Nous avons encore des distorsions qui sont considérables. Donc oui, il y a un mieux, mais le chemin est encore long. Hein. Alors, Christophe Barbier, tout à l'heure, parlait des européennes. Est-ce qu'on peut imaginer une adaptabilité, finalement, de la politique européenne aux PME? Parce que j'imagine que c'est quand même assez difficile quand on voit la RGPD et la question et la problématique que ça a posée pour les petites entreprises. Peut-être avez-vous envie de prendre la parole un petit peu. Merci. D'abord, bonjour à tous. J'étais très intéressée d'entendre la fin de l'intervention de Christophe Barbier, mais moi, je voudrais vous dire juste une chose. Je siège dans la commission emploi affaires sociales. Les PME, les TPE, pour moi, c'est la pépite. C'est ce à quoi nous devons faire complètement attention. Vous savez pourquoi ? 83% des emplois créés en Europe sont créés par des TPE et des PME. Donc, les grandes entreprises, elles viennent nous chercher pour avoir du fonds d'ajustement à la mondialisation et déplacer des milliers d'emplois de l'ouest de l'Europe vers l'est de l'Europe. Mais la vraie réalité de la création de l'emploi, c'est dans les TPE-PME. Et c'est la raison pour laquelle, moi, dans toutes les directives que je fais partie des députés qui font du législatif, ou des amendements sur des textes quand on n'est pas soi-même rapporteur, je dois vous dire que la création d'emplois, pour moi, c'est l'essentiel. Et le deuxième point, qui me semble extrêmement important, c'est l'adaptation des salariés aux évolutions de l'entreprise. Et c'est aussi un point sur lequel j'ai fait faire des évolutions sur l'accès aux fonds européens, en particulier le Fonds social européen, parce qu'il est beaucoup plus facile d'adapter un salarié à de nouveaux besoins, à de nouvelles lignes de production, à l'évolution de l'entreprise, plutôt que de laisser partir quelqu'un au chômage, de l'indemniser ensuite, puis d'avoir des politiques de retour à l'emploi. Ça, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Donc, 2 exemples très clairs, très simples. Je pourrais vous en donner d'autres, mais c'est extrêmement important. Alors, bien sûr, il faut aller plus vite, il faut être encore plus efficace, mais peut-être que quand on parlera de la directive sur les travailleurs détachés, vous verrez le long chemin de 28 mois, non pas de 28 mois de travail porté à bout de bras, mais je peux vous dire 28 mois de ma vie. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, quand j'ai préparé cette intervention avec Dominique Henrech, il me confiait qu'il était pour finalement créer un lien de proximité avec les députés et les petites entreprises. Alors c'est fabuleux sur le papier, mais pour matérialiser ça concrètement, vous l'imaginez comment par exemple ? Écoutez, c'est vrai que c'est compliqué parce que les députés ont aussi des emplois du temps qui ne sont pas faciles. Il faut se rendre à Bruxelles. Donc, dernièrement, on avait essayé d'organiser une réunion en faisant quelque chose d'alimentaire, puisque c'est toujours beaucoup plus facile d'amener des pâtisseries que des clous. Mais donc là, c'est très compliqué d'avoir les députés qui puissent se déplacer, venir en entreprise. Et je crois que ça serait vraiment très important, parce que vous parlez que l'artisanat, ce sont des pépites. C'est vrai, mais c'est peut-être pas toujours partagé parce que les gens ont aussi une méconnaissance du terrain. Et quand on regarde l'importance de l'artisanat, de l'emploi que ça peut générer, je pense que c'est très très important d'en tenir compte en fait. Vous avez tellement raison que je participe à de nombreuses consultations citoyennes et que quand je vous aurai quitté, je repartirai dans les Deux-Sèvres où il y a une consultation citoyenne ce soir organisée par la CCI. Et donc, oui, les chambres de métiers, les chambres consulaires, les visites d'entreprise, mais voilà, nous y sommes beaucoup, pas suffisamment, parce que si on veut peser, il faut être à Bruxelles pour faire le législatif. Donc moi, je suis 4 jours par semaine
du lundi matin au jeudi soir. Aujourd'hui, j'ai rogné mon jeudi pour passer avec vous et je vais sur le terrain après. Et on vous en remercie. Je vous en prie, c'est un plaisir, c'est normal, c'est mon travail. Mais 4 jours par semaine plein, sans compter la conférence sociale qu'il faut aller faire à Dublin, l'intervention à Berlin, etc. Et puis être sur le terrain. Et j'en suis à un tel point que, savez-vous ce que je fais pour informer sur notre travail? J'achète dans la presse une page pour faire de la communication et que au moins les gens de mon eurocirconscription soient informés. On a besoin des médias qui parlent d'Europe, qui informent sur l'Europe et qui ne laissent pas seulement la tribune aux anti-européens. En parlant des médias, tiens, j'aimerais bien voir la position de Christophe Barbier là-dessus. En général, le discours plutôt optimiste ou pessimiste, globalement? Le discours est en train de se noircir dans les médias sur l'Europe. D'abord parce qu'en effet, la parole anti-européenne, qui se dit eurosceptique pour faire joli, mais qui est en fait europhobe et anti-européenne, cette parole-là, elle est talentueuse, elle est vindicative, elle entre en résonance avec des inquiétudes, soit de proximité des gens dans leur environnement urbain ou rural, soit des inquiétudes de civilisation sur l'identité, le où va-t-on collectivement. Et donc ils jouent de ces angoisses pour décupler la force de leur discours. Ce camp europhobe est beaucoup plus habile et beaucoup plus uni dans l'utilisation des réseaux sociaux. Ils ont des vecteurs d'angoisse aussi très forts. Et peut-être d'ailleurs qu'au-delà des pages de pub dans les journaux et dans les médias, l'utilisation des réseaux sociaux par l'Europe, par les acteurs européens, peut être aussi maximisée. Donc il y a de ce côté-là un vent de pessimisme. En plus, l'angoisse crée de l'émotion fait de l'audience, etc. Donc ça peut être négatif. Ça a une vertu, c'est que cette dramatisation fait que de plus en plus de citoyens arrivent par le porche de l'angoisse, mais ils rentrent dans la cathédrale du débat public sur l'Europe. À charge après pour les europhiles, les euro-inventifs, d'en faire sortir des convertis. Et là, il y a une chance historique qui est puissante. Après, sur la pédagogie de l'Europe, il y a un problème de complexité. Le temps médiatique ne cesse de se raccourcir, de s'accélérer, de se simplifier. C'est pas évident de convaincre quelqu'un qui a accepté d'écouter 40 secondes sur l'Europe sur BFM TV, d'aller lire Vie économiste le week-end suivant. Et donc, cette pédagogie-là, on est un peu en échec face à cela. Les travailleurs détachés, la pédagogie dramatique en a été facile. Il suffisait de tendre un micro à Dupont-Aignan, qui a eu le talent de repérer ce dossier, et vous l'aviez, pas de problème. Avec du vrai et du faux, avec des choses caricaturales, mais aussi des choses qui étaient censées. Il a eu ce mérite d'avoir la fonction d'alerte. Maintenant, quand vous expliquez les 28 mois de travail qui ont amené à des décisions dont on voit que le calendrier d'application est extrêmement lent, différencié selon les zones, et très complexe. Là, ça échappe à la pédagogie des médias. On ne peut que rendre les armes face à ça. Alors, on va venir au travail détaché, mais je crois que Pierre Martin voulait dire un mot. Oui, parce que tout ça, c'est bien gentil. Je partage ce que vient de dire Christophe Barbier, et je n'ignore pas, pour connaître vos travaux et vous connaître, l'engagement qui est le vôtre. Il n'empêche, les 28 mois, c'est une réalité. Les artisans ici du bâtiment ou d'autres qui ont été concernés par l'impact du travail détaché, à qui s'en prennent-ils ? À l'Europe, je suis désolé. Et quand nous sommes dans la commission des affaires sociales, que nous connaissons bien, parce que ça, on oublie de le dire aussi, il y a une espèce de choc des cultures, mais au-delà des cultures, c'est pire que ça. Comment trouver un accord? Nous, la commission, on est là pour justement transmettre des avis pour la Commission européenne. Mais autour de la table, surtout depuis les 27, avoir l'aval de la Pologne, des pays, des ex-pays de l'Est, mais notamment de la Pologne, parce qu'en ce moment, c'est quand même les plus compliqués. Enfin, nous, dans notre commission, c'est le cas. Ça pose question. Et puis, vous avez effectivement dans le domaine social toutes les demandes ou tout ce qui existe dans ce que j'appelle l'Europe du Nord, où ils sont généralement très avancés, ou plus avancés que nous, et il faut trouver un consensus avec les autres. Et là, depuis que nous sommes à 27, c'est particulièrement compliqué. Donc, c'est pas aussi simple. Moi, je ne veux pas tomber ni dans la critique systématique, ni dans l'angélisme, mais je reviens à ma température ressentie de tout à l'heure. Si on fait un micro-trottoir, on verra, et sans excès. Les gens, aujourd'hui, nos compatriotes, s'interrogent quand même. Et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur la réglementation.
nos collègues du bâtiment ou des métiers alimentaires pourraient en parler, ou bien d'autres métiers, y compris les métiers de service, on subit quand même souvent des réglementations qui sont excessives. Je ne vais pas dire aberrantes, mais qui sont excessives. Et ça, c'est quand même l'Europe. Alors moi, je veux bien prendre en compte tous les acquis, et ils sont nombreux. Je continuerai à être un défenseur acharné de l'Europe, mais il faut aussi reconnaître ses travers. Alors, on va peut-être passer au dossier du travail détaché, puisqu'on a un peu de temps avec Madame la députée. Donc, bon, ça n'a pas été un dossier facile, mais vous avez réussi, hein, on peut le dire, plus ou moins avec 70% de voix, 60 voix, pardon. 70% des voix. Alors, 70% des voix. La majorité qualifiée était à combien? La majorité, c'est les 2/3. Et voilà, donc vous étiez ric-rac quand même. Non, mais pas du tout. Parce qu'il ne fallait pas une majorité qualifiée, figurez-vous, Monsieur Barbier. Il fallait une majorité simple. Il me suffisait d'une voix de plus. Alors, on en est où aujourd'hui? Et j'en ai eu 70%, ce qui était un vrai succès. Mais je dois vous dire une chose, monsieur, c'est que je ne vais pas aller passer mes vacances en Pologne tout de suite. Parce que là-bas, je suis célèbre. Je ne suis peut-être pas célèbre en France, mais là-bas, ils me connaissent. Et ils ne sont pas contents de moi. Bon. Alors, j'aimerais bien que vous soyez plus contents de moi. Mais je vais vous dire une chose. C'est quand vous dites l'Europe, elle nous agace avec ses hyper-réglementations. Eh bien, je dois vous dire une chose. Moi, je demande aux députés français une chose. C'est de ne pas surfaire la réglementation. Parce que pourquoi vous avez des problèmes d'escabeau dans le ramassage des pommes et tout ça? Parce que les Français ont refait la réglementation européenne. Les Allemands, ils n'ont pas le même problème. Donc finalement, quand les députés français font ça, quand la France fait ça, elle fait perdre de la compétitivité à la France, elle fait perdre de la compétitivité aux entreprises. On va peut-être laisser... Et ça, je voulais le redire avant de reprendre très calmement l'affaire des travailleurs détachés. Mais il fallait bien que je vous réveille. Allez-y, Dominique. J'avais juste un truc à dire, c'est qu'en fait, on est super bons élèves pour la surtransposition et de toutes les lois, on est excellents. Et par contre, on est des très mauvais élèves pour utiliser les fonds européens. Vous savez qu'en France, on prend 30% des fonds. Tout autour de l'Europe, c'est 100%. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il y a un peu d'administratif, un peu de travail à faire. Mais dès qu'on s'y met, il y a plein de choses à faire. Vous avez dit beaucoup d'administratifs, il faut bien le reconnaître. La tentative de décentralisation de ces aides, c'est-à-dire donner aux régions la capacité de gérer, n'a pas été menée à son terme. Il faudrait peut-être le reprendre, puisque les régions réclament plus de pouvoir, qu'elles s'emparent déjà de celui-là, d'être l'aspirateur à fonds européens disponible. Peut-être, Jean-Rémy Burr, vous avez peut-être un mot à dire sur tout ce qui s'est dit, on ne vous a pas beaucoup entendu. Non, mais je suis tout à fait en ligne avec Madame la députée et cette conviction forte que vous portez. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose, et je pense qu'on en parlera, c'est cette chance et cet engagement de 2017 sur le socle des droits sociaux européens, qui normalement, s'il est transcrit dans ces pays émergents, ex-bloc, etc., devrait permettre de lutter contre ces inégalités de régime et de détachement. Donc le fait de pousser, donner une ligne directrice en disant il faut que tous les salariés ou toutes les personnes qui travaillent dans tous les États aillent vers ce but à atteindre. Alors c'est vrai qu'on renvoie aux États la concrétisation et la mise en œuvre législative, réglementaire de ce socle des droits sociaux. Et on voit bien qu'en Europe, du fait de l'histoire et de la culture, on n'a pas du tout les mêmes socles de base, les mêmes sécurités sociales et les mêmes protections. Donc sans forcément vouloir en rajouter en France, mais poussons ces États qui sont dans l'Europe à mettre en œuvre et à aller vers cette exigence de droit unique ou de droit à peu près commun. On en parlera effectivement tout à l'heure de l'harmonisation éventuelle effectivement des acquis sociaux. Alors, pour continuer sur le travail détaché, on a bien compris votre attachement à la Pologne. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez à un compromis possible sur le long terme? Comment vous l'envisagez? Et voilà, un petit état des lieux finalement. Alors, le petit état des lieux, il va commencer par la directive qui est votée. Donc, cette fois-ci, nous avons pu rouvrir la directive qui datait de 1996, c'est-à-dire à un moment où l'Europe, c'était 15 États membres, c'était avant l'élargissement de l'Europe. Donc, vous pensez que vos entreprises, que vous
vous étiez en train de jouer avec une règle du jeu qui datait d'avant l'intégration des nouveaux États membres. Donc, vous étiez à totale inégalité, puisque vous savez qu'un salaire bulgare aujourd'hui, c'est 180 € par mois, qu'en Hongrie, c'est 230 €. Et donc, vous étiez en totale inégalité. Cette directive, déjà par 2 fois, une fois dans le paquet Monti, une autre fois, on a essayé de... je n'étais pas encore arrivée au Parlement à ce moment-là, on a essayé sa réouverture. 2 échecs. Et donc, la réouverture, la 3e tentative, arrive sur notre table de travail. Je dois vous dire que pour être rapporteur sur une directive comme ça, il a fallu se retrousser les manches. Parce qu'il y avait 2 Polonais qui voulaient être rapporteurs, il y avait un Hongrois qui voulait être rapporteur, il y avait un Slovaque qui voulait être rapporteur, et il y avait 2 Allemands qui voulaient être rapporteurs, etc. Donc, j'ai eu le rapport. Et vous voyez déjà qu'à travers le rapporteur, il y a un choix de ligne qui est fait. 2e tentative pour faire avorter la directive, la révision de directive, 11 États membres, donc 10 de l'Est et 1 du Danemark, comme quoi il faut se méfier aussi de réactions de l'Europe du Nord. Elles ne sont pas toutes aussi idylliques qu'on ne peut le dire en France, ont fait une procédure carton jaune d'objection de réouverture de cette directive auprès de la Commission européenne en disant « ça, ce sont des décisions nationales, ça touche les salaires, ce sont des décisions nationales ». Donc il a fallu franchir le 2e obstacle. Puis ensuite, ouvrir le travail. Quels étaient les points durs en jeu? Le premier point dur, c'était quelle peut être la durée d'un détachement. Alors, vous aviez des entreprises, moi je consultais beaucoup, je consultais les entreprises, je consultais les organismes, les syndicats, de partout. Hein. La durée du détachement, est-ce que c'est dès le premier jour qu'on doit avoir le statut du pays d'accueil? Est-ce que le détachement peut durer 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, 5 ans, comme certains me l'ont demandé? Donc 5 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Europe au panier. Hein. Et donc, discussion sur la durée. 2e discussion extrêmement importante, parce que c'est un nœud important du problème, la rémunération. Sur la directive de 96, quelle était la référence? Le salaire qui devait être appliqué aux travailleurs détachés était le salaire minimum du pays d'accueil. Mais il se trouve que agences d'intérim ou entreprises qui faisaient du détachement prélevaient sur ce salaire minimum, vous le savez très bien, des frais de transport, des frais d'alimentation, des frais de logement, et que finalement le salaire du Polonais ou du Hongrois qui vient carreleur, comme je l'ai vu avec la Fédération du bâtiment dans le pays de Vitré, hein, le Hongrois qui devient carreleur, au lieu de gagner le SMIG français, il a 600 € ou 400 €. Et moi, j'ai les Polonais qui me disent à ce moment-là, mais tu ne te rends pas compte, chez nous, c'est un vrai secteur d'activité et vous allez nous casser notre économie si vous voulez que nous ayons le même salaire de rémunération. Alors. 3e point important, il y en a d'autres, mais je tiens à mentionner celui-là. Dans la rémunération, doivent être inclus les indemnités de 13e mois, les mêmes indemnités que pour les travailleurs français. C'est-à-dire que le 13e mois, la prime de froid, la prime de pénibilité doivent être appliquées. Et la règle, c'est à travail égal, salaire égal,
sur le même lieu de travail. Ça ne passe que par là. Et le dernier point, je termine là-dessus, c'est que cette directive, alors que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement avait laissé 4 ans pour son application à travers toute l'Europe, là aussi, ça veut dire on ne respecte pas l'Europe 4 ans. Hein. Au Parlement et dans les négociations avec le Conseil, j'ai pu imposer que ce soit 2 ans et 2 ans partout en Europe en même temps, dans tout. Donc vous voyez, j'ai plusieurs années à ne pas aller en Pologne. On embrasse bien sûr nos voisins polonais. Christophe Barbier, ça soulève quand même une question. Est-ce qu'on n'aurait pas élargi l'Europe trop vite? Non, parce que la responsabilité historique de notre partie du continent confrontée au dégel de l'autre partie du continent, elle était impérative. Il fallait faire comme ça, le plus vite possible. Que dirait-on aujourd'hui si on avait été tellement lent qu'on aurait en Hongrie, en Tchéquie, en Slovénie, en Slovaquie, des alliés fidèles de Poutine, des pays complètement arrimés à la Russie? On dirait que c'est une catastrophe, on a complètement loupé l'élargissement, on est une petite Europe croupion face à un empire soviétique reconstitué. Donc on a bien fait. On s'est un peu trompé dans la mesure où eux, ils n'ont vu dans l'Europe que ce qu'ils pouvaient en tirer en termes mercantiles, parce qu'ils avaient cette aspiration-là, et puis surtout, ils disaient Europe, ils pensaient OTAN, pour la plupart. Nos amis polonais ont commencé, dès qu'ils sont rentrés dans l'Europe, par acheter des avions de chasse américains, pour nous remercier. Enfin bref. Donc voilà, ces erreurs-là ont été commises, mais l'impératif devoir de les intégrer vite et d'élargir l'Europe pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire la paix, faire un continent de paix, c'était impératif. Et c'est pas fini. Parce qu'il nous reste quand même dans les Balkans un petit peu de travail, parce qu'on sait que c'est un foyer d'infection possible des nationalismes et des guerres. En revanche, l'élargissement vers l'Ukraine ou la Turquie, je pense que là, plus personne n'osera en parler vu ce que deviennent ces zones. En revanche, en même temps que cet élargissement, on aurait dû anticiper toutes ces dérives, voir en effet que des règles adoptées avant n'étaient plus applicables après. C'est vrai des travailleurs détachés comme c'est vrai de Schengen et des frontières extérieures, et se dire vite, dotons-nous de règles pour reconstituer un groupe pionnier qui lui va être plus intégré, mais dans des pays qui peuvent se comparer et qui peuvent converger parce qu'ils ont des modèles qui ne sont pas opposés et en tout cas pas contradictoires. Et ça, on ne l'a pas fait. Delors l'avait proposé avec ses fameux cercles concentriques. C'était une solution géométrique et politique. Il n'est pas trop tard, il faut le faire. Il faut commencer aujourd'hui à faire un tel rapprochement de certaines politiques qu'on pourra presque parler de fusion de ces politiques et que moi, j'ose parler de nation européenne. C'est-à-dire de partager des valeurs communes sur un territoire commun, tellement communes qu'on ait la même nation. Ça ne veut pas dire qu'on est le même pays. Oui. On restera français, allemand, italien, et on se disputera pour la Coupe du Monde de football comme avant. Mais nation, c'est partager les mêmes valeurs sur le même territoire avec les mêmes objectifs pour la vie des hommes. Et ça, c'est ce que Renan a défini, et c'est encore valable aujourd'hui. Mais ça, on pourra le faire qu'avec la France. L'Allemagne, mais elle est en train de s'affaiblir et de se durcir dangereusement. L'Italie, c'est un peu grillé pour quelques temps, mais ils reviendront à la sagesse. L'Espagne et le Portugal, oui. À l'époque, c'était pas possible. En 1957, c'était des dictatures. La Belgique, peut-être. Les Pays-Bas, vu leurs problèmes identitaires, non. Le Luxembourg, qui veut rester un paradis fiscal ou assimilé, pas question. Donc, vous voyez, c'est inventé un nouveau groupe de pays qui veulent aller dans le même sens presque philosophique. Alors une fois qu'on a dit ça, Pierre Martin, en tant que vice-président de l'UDP, vos attentes, j'imagine, sont grandes vis-à-vis peut-être des prochaines européennes? Oui, bien sûr, mais bon, là aussi, un petit rappel, on est quand même parfois à la limite du masochisme. Il y a un secteur, je ne sais pas s'il est représenté ici, qui est le secteur du transport. Le secteur du transport français, avec les entreprises françaises, ont été laminées. Laminées parce qu'on a, avec toujours les mêmes, des transporteurs de plus à l'est, qui ont détourné un petit peu la réglementation. Je pense à ces camionnettes qui leur permettent... Enfin bon, vous connaissez ça, on fait le plein à un endroit où c'est moins cher, on arrive à traverser la France ou aller faire le plein en Espagne. Enfin bref, avec deux camionnettes au lieu de prendre un camion parce qu'on échappe à la réglementation telle qu'elle existe dans notre pays. Et le secteur du transport français a été, encore une fois, je le répète, laminé. Puis il y a autre chose que j'aimerais dire. Nous sommes, avec l'Assemblée permanente des chambres du métier et du DEP, nous finançons notre présence à l'UAPME, notre adhésion à l'UAPME. Mais nous n'avons pas la possibilité, et nous n'avons plus la possibilité, d'avoir un bureau de l'artisanat français. On a eu pendant quelques années un chargé de mission qui était là-bas, mais on bénéficiait d'une aide du ministère, puisque nous n'avons pas les moyens qu'ont, je le disais tout à l'heure, les grandes entreprises et les lobbyistes. Donc,
supprimant cette aide, on se cantonne aujourd'hui à être uniquement présent avec notre contribution dans les deux réseaux à l'UAPME. C'est notoirement insuffisant par rapport à ce que nous représentons. Mais comment faire? Donc on voit bien qu'encore une fois, j'insiste sur cette question parce que nous avons cette absence de moyens. Liliane Folozynski fait un travail remarquable. On la connaît. Alors, encore... Oui, alors là, c'est encore autre chose. Oui, on a encore aussi... il faut qu'on se finance la traduction. Mais sous le contrôle de mes deux collègues, sur les 20 et quelques qui sont présents autour de la table à la Commission des affaires sociales, les 3 professionnels, c'est nous. Les autres représentants sont, c'est estimable, des administratifs. Et pour un certain nombre d'entre eux, ils représentent à la fois Business Europe, les grandes entreprises et le secteur des TPE. Comment voulez-vous, dans ce contexte-là, que les TPE françaises et les PME puissent être entendues? C'est extrêmement compliqué. On va passer à la branche sociale, ou non, de l'Europe, avec vous, Jean-Rémy Bure, puisque vous êtes mutualiste assureur, une spécificité française d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que l'Europe incarne suffisamment cette part sociale, finalement, à hauteur de ce qu'elle devrait, en tous les cas? Alors, deux réponses. L'Europe s'est occupée de l'emploi, de la protection de l'emploi. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Après, est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est transcrit? Est-ce que c'est pas surtransposé? Ça, c'est un autre débat et on l'a abordé. Il y a quand même une volonté, et j'ai vu dans les documents préparatoires qu'il y avait une enquête Ipsos qui montrait que quand on parlait, on demandait aux gens ce qu'ils attendaient de l'Europe, ils attendaient de l'harmonisation sociale. Donc ils attendaient un vrai projet social. Ça, c'est la première chose. Et donc je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. En 2017, et là, il faut que des députés comme vous, madame, puissent le rendre plus contraignant et pas simplement un but à atteindre, une cible merveilleuse et angélique, parce que c'est ça qui va permettre cette harmonisation progressive des termes et conditions d'emploi ou des conditions de vie d'ailleurs. Donc en tant que mutualiste, on croit fondamentalement dans cet enjeu d'harmonisation et de mutualisation. Après, est-ce que nous, mutualistes, groupe Vive, Harmonie Mutuelle, que certains connaissent, nous avons une relation de proximité, nous avons une relation d'assurance, mais également de service à la personne. Or, les règles du jeu européennes ne reconnaissent pas complètement la mutualité, association de personnes. Et là, on a un problème de statut. Donc, en fait, même pour nous, vous voyez, vous avez vos problèmes dans vos secteurs d'activité, mais les mutuelles, avec leurs enjeux dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, dans le domaine de la proximité, dans le domaine des services et même de la concurrence, sont empêchés de jouer dans la même catégorie que les grands assureurs. Parce que non lucratives, c'est ça, hein? Parce qu'elles ont un but non lucratif, parce que c'est des sociétés de personnes et pas de capitaux, parce que... Alors oui, il y a des mutuelles en Europe, mais leur champ d'activité est restreint. Les accords entre mutuelles européennes ne peuvent pas se faire parce que c'est compliqué, et que le statut et le droit européen reconnaît les sociétés par action, reconnaît les sociétés les entreprises à but non lucratif, associations, quasiment la bienfaisance ou les associations professionnelles, mais la société mutualiste qui réinvestit sa richesse au bénéfice de ses adhérents, etc., c'est quelque chose aujourd'hui qui est en espèce d'entre-deux. Donc c'est compliqué. Vous vouliez intervenir sur Oui, ce qu'a dit vous avez raison. Moi qui viens du pays à la fois de Jean Monnet, Cognac, et des mutuelles, Niort en particulier, et des coopératives, vous savez bien, les coopératives du monde agricole aussi chez nous, je dois vous dire une chose, c'est que l'Europe n'a pas été pensée dans son premier projet comme une Europe de l'emploi et une Europe sociale. Ça a été une Europe économique. Oui. Ça a été une Europe économique. Et aujourd'hui, peut-être, du moins c'est ma conviction, que l'éloignement des citoyens par rapport au projet européen vient peut-être du fait qu'ils ne se sentent pas dedans. Parce que la première préoccupation des Français, mais la première préoccupation des Européens, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Or,
quand vous parlez des problèmes d'emploi au Conseil des chefs d'État et de gouvernement, parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement est beaucoup plus sur des replis nationaux que le Parlement européen. Donc si vous avez, après les élections européennes de l'année prochaine, une montée populiste de repli national, plus un conseil, avec dans le conseil ou à la commission des commissaires qui seront du Fidesz, etc., parce que c'est ça qui nous guette, hein. C'est ça qui nous guette. Eh bien, on va avoir de sérieux problèmes. Et finalement, cette notion d'économie sociale et solidaire que nous portons, nous sommes députés français à la porter et nous faisons de nombreuses réunions avec les représentants des mutuelles, avec les mutuelles. Nous la défendons, nous la portons dans le projet d'une Europe sociale. Mais les États membres disent non mais le social c'est nous, les salaires c'est nous, la convergence. Donc il y en a qui sont debout sur le frein et on est en codécision entre le Parlement et le Conseil, donc on doit se mettre vraiment sur la même ligne, d'où 28 mois, je regrette, mais vous savez, moi j'adore négocier, je lâche rien parce qu'on a vraiment changé le texte de la directive travailleurs détachés par cette négociation finale, parce que l'accord de Luxembourg du 23 octobre était loin d'être aussi qualitatif que l'accord final. Mais il faut savoir qu'il y a ces points durs qu'il nous faut lever. Il y a des problèmes de culture, des problèmes d'économie, des problèmes d'histoire, des problèmes sociaux. Et il y a aussi cette montée de repli national sur laquelle il faut vraiment prendre barre. Et quand vous pensez que sur les 74 députés qui représentent la France au Parlement européen, vous en avez un tiers qui sont du Front National, ça veut dire que la France, de facto, M. Barbier le sait bien, et, au lieu d'avoir 74 députés qui agissent, elle en a une cinquantaine. Et on est passé derrière les Polonais, juste avant les Roumains. Non mais en termes de poids, quand tout se joue au vote à la fin, vous le savez, hein, vous êtes dans des organismes, hein, vous savez ce que c'est que le vote. Ça ne vous donne pas les mêmes chances de faire passer vos idées. Alors, la dernière question sera pour Jean-Rémy Bure. Une fois qu'on a posé ce diagnostic, finalement, est-ce que vous croyez à une convergence, à une harmonisation finalement de tous les aspects sociaux qu'a évoqué en partie aussi Christian Barbier tout à l'heure en introduction? De par ma carrière, je suis persuadé que la protection sociale est un enjeu fort des entreprises en termes de responsabilité sociale, sociétale. Quand on leur dit mais il faut faire quelque chose, etc., pour les communautés, vos salariés, la planète, enfin à un moment donné, il y a beaucoup d'engagements et de pressions qui sont mis sur les entreprises. Les grands groupes engagent, ou même d'entreprises de moindre taille, disent mais moi je vais m'assurer que mes salariés en France, c'est déjà le cas, parce que c'est très réglementé, et à l'étranger, ont une couverture sociale de qualité. Ça ne veut pas dire extrêmement chère. Si elles étaient avec nous, elles seraient encore moins chères. Et c'est bien pour ça que je bats pour un modèle européen. Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que ce socle des droits européens dont on a vu l'émergence en 2017 devrait être traduit davantage en actes et plus vite, parce que le jour où les États lituaniens, polonais, hongrois, etc., indépendamment et malheureusement avec le contexte un peu tendu qu'on aperçoit, le jour où ils seront obligés de protéger mieux leurs salariés, leurs propres citoyens, on va avoir une Europe un peu plus harmonisée et donc moins conflictuelle sur ces mobilités, parce que l'Europe, c'est quand même le libre-échange des marchandises, des citoyens, etc. Donc on est à la confrontation ou à la jonction de deux ardentes obligations: garder ce modèle européen et croire dans l'esprit communautaire,
Mais il faut quand même aussi se batailler. Alors, donc c'est votre prochain travail, Madame la députée. Hein, on vous fait confiance. Merci Jean-Rémy Bure. Malheureusement, on est pris par le temps. Merci infiniment d'avoir répondu respectivement tous à nos questions. Merci à vous d'avoir été présents sur le sujet de l'Europe. Et puis on s'ouvrira ça de très près, bien entendu. Merci.